Démarrer la deuxième table. Alors, premièrement, je remercie les organisatrices et les organisateurs de cette table ronde de m'avoir invité à présider cette table ronde. Et je tiens à vous dire que je suis concerné à 3 niveaux. Premièrement, comme il l'a dit tout à l'heure, le président Huchon, c'est que je suis le président du Conseil de l'égalité d'Île-de-France et qu'à ce titre, travaille sur les questions du genre, notamment par un groupe de travail dans lequel il y a plusieurs militantes et militantes qui réfléchissent sur cette question pour nous aider à progresser encore plus dans ce domaine-là, et notamment bien sûr Michel Lou, que je salue au passage. À côté de ça, je suis le vice-président de la commission sport, loisirs, tourisme de la région Île-de-France. Donc vous voyez l'intérêt que j'ai pour cette table ronde. Et en troisième lieu, je suis le responsable de la commission sport, loisirs, tourisme de mon parti. Voilà. Donc je ne dirai pas lequel. Donc simplement pour vous dire que je suis vraiment très intéressé par la thématique. Et donc, comme on dit souvent que historiquement les sports ont été produits par et pour les hommes, et comme on dit aussi, c'est que les sports sont constitués en fief de la virilité. Mais malheureusement, et malgré toutes les luttes et les progrès qu'on a enregistrés ces dernières années, le sport reste quand même l'un des lieux où les inégalités concernant le genre est la plus criante, même si il reflète ni plus ni moins ce qui se passe dans la société. Mais s'il y a un révélateur des inégalités dans ce domaine, c'est bien dans le sport, puisqu'on parle communément de sport des hommes, des sports de femmes. Et l'idée, ça serait intéressante, c'est celle d'essayer d'étudier et d'aller plus loin avec certains hommes qui pratiquent des sports dits de femmes et certaines femmes qui pratiquent des sports dits d'hommes. Je vous rappelle simplement, il y a quelques années, ça je l'ai vécu parce que j'ai pratiqué un peu le sport et notamment le foot. Et à l'époque, quand je pratiquais le foot, les femmes qui venaient travailler, venaient jouer au foot, on les traitait de beaucoup de noms. Moi, je ne vais pas les citer ici, vous en connaissez pas mal. Et c'est vrai que cette relation genrée au sport est très très difficile, je dirais, à aborder de cette manière-là, je dirais, puisque elle ne fait que refléter ce qui se passe dans la société, même si d'une manière amplifiée. Je dirais que quand même et malgré tout, c'est là où on enregistre le plus de progrès. Et d'ailleurs, regardons autour de nous les championnes dans tous les sports, jusqu'à aller à ce que la boxe, qui est quand même vraiment un sport d'hommes par excellence, est ouvert maintenant aux femmes et dans lequel il y a quand même quelques championnes. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vous présenterai les intervenantes et l'intervenant. On a la chance d'être paritaire dans cette tribune, ce qui est quand même presque à plus ou moins un. Mais bon, on est à plus une, donc vu la situation, vu la situation, on l'accepte. Donc c'est pas la même chose. Donc à ma droite, Thierry Terré, directeur de centre de recherche et d'innovation sur le sport à l'université de Lyon 1, historien du sport, s'intéresse depuis très longtemps au rôle du sport dans la transformation des rapports sociaux de sexe et dans la construction des identités. Le CV est très long, donc je ne vais pas tout dire. Christine Manson, maître de conférence à l'université Paul Sabatier de Toulouse, membre du laboratoire sport, organisation, identité. Ses travaux portent sur la construction du genre dans le monde sportif. Lieu privilégié de naturalisation des rapports sociaux de sexe, qu'on vient de vous expliquer. Madame Aurélia Mardon, docteur en sociologie à Nanterre, avec une thèse sur la socialisation corporelle au moment de la préadolescence. Elle est l'auteur de plusieurs articles parus dans des dictionnaires du corps parus aux éditions CNRS.
Et enfin, Isabelle Claire, sociologue au laboratoire GTM, ne me demandez pas ce que c'est, elle va se présenter, vient d'être recrutée au CNRS. Elle a fait une thèse sur les relations amoureuses de jeunes de cité. Vous avez la parole. Donc, comme pour la précédente table ronde, je vais donner la parole pour 10 minutes à chacun de nos intervenantes et intervenants. Et on va commencer par le détour par l'histoire et voir ce que l'histoire du sport nous apprend sur les identités sexuées. Oui, bonjour. Alors, effectivement, c'est la question sur laquelle on m'a demandé de réfléchir. Qu'est-ce que l'histoire, finalement, nous apprend de la construction de la féminité ou des féminités, de la masculinité ou des masculinités? Alors, il me semble qu'en prenant un peu de recul et en regardant l'historiographie de ces dernières années, l'histoire peut apporter au moins 3 éclairages à ce qui s'est passé, au processus en jeu ici. Le premier éclairage, ce n'est pas une surprise, on en a parlé lors de la première table ronde abondamment, c'est que historiquement, le sport est un haut lieu de la domination masculine et en même temps de la naturalisation de l'infériorité féminine. Alors pourquoi ou comment? D'abord, historiquement, le sport se crée, en tout cas dans sa forme moderne, comme un lieu d'apprentissage de la virilité adolescente maîtrisée. C'est tout le projet éducatif de Thomas Arnold dans le premier tiers du 19e siècle en Angleterre. Mais lorsque le sport, sous cette forme-là, arrive en France, lorsqu'il s'implante dans le pays, on est précisément à un moment, en gros entre 1870 et 1890, à un moment donc de fragilisation de la masculinité, c'est un peu le syndrome de Sedan, et en même temps de redéfinition des relations intergénérationnelles entre les pères et les fils. Et de ce point de vue, dans ce contexte un peu particulier, le sport naissant se donne à faire, à voir, à vivre comme un lieu d'apprentissage de la masculinité, au même titre que la conscription ou d'autres lieux dans lesquels on observe un entre-soi masculin quasiment exclusif. Je renvoie donc à tout le rôle de cette sociabilité particulière, mâle, dans lequel l'institution joue un rôle extrêmement fort. Cette institution organise d'ailleurs l'entre-soi masculin en écartant les femmes, en leur interdisant tout simplement d'accéder aux premiers clubs, aux premières associations, avant que, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, elles accèdent à des formes institutionnelles dont elles prennent les rênes. Mais on n'en est pas encore là. Et dans ces débuts du sport en tout cas sous sa forme associative, en France, les pratiques sont l'occasion de, à la fois, construire, véhiculer, montrer tout un tas d'assignations de genre, de valeurs qui sont associées historiquement à l'homme et à la masculinité. Et j'essaierai de dépasser cette association tout à l'heure. Alors, quelles sont ces valeurs, quels sont ces usages? C'est l'apprentissage de la douleur, on en a parlé, à travers l'entraînement, à travers la blessure acceptée. C'est la valorisation de la force, du muscle, qui sont systématiquement, historiquement encore une fois, associés à l'homme. En tout cas dans les sociétés occidentales. C'est l'usage des symboles, valeurs, formes langagières aussi, associées généralement à la guerre et que l'on retrouve dans le champ sportif. C'est également l'usage, et cela ira croissant, de la technologie et de la maîtrise technique. Et là aussi, ce sont historiquement des valeurs et des pratiques associées plutôt à la masculinité. Et là où cette association forcée se consolide, c'est qu'elle est en même temps portée par tout l'appareil scientifique, médical, politique et médiatique. Et cet ensemble de forces, à la fois internes au champ sportif et externes au champ sportif, font de ces pratiques, encore une fois, un haut lieu de la domination. A l'inverse, les pratiques sportives des femmes, les quelques pionnières qui existent à la fin du XIXe siècle et à la Belle Époque, mettent en évidence des contradictions entre ce que sont ces femmes et ce qu'elles font. Alors, entre ce qu'elles sont dans les représentations des gens, hommes et femmes d'ailleurs, et ce qu'elles font, donc ce qu'on peut observer. On s'attend à ce qu'elles soient à la fois belles, maternelles, fragiles, et on voit des femmes qui s'opposent
à peu près en tout à cela. Elle devrait éviter la fatigue, la douleur, la spécialisation au regard du projet esthétique. Le sport s'oppose à cela. Elle devrait valoriser la procréation, donc protéger le bas-ventre, l'utérus. On a de très très beaux textes médicaux là-dessus. Et elles font tout, apparemment, pour prendre des risques. Elles devraient se protéger leur santé en général, puisqu'elles sont censées être plus fragiles que les hommes. Et elles essayent de mimer les pratiques masculines. Voilà en tout cas ce qui sature le discours médical, scientifique ou sportif de cette époque. Et du coup, toute l'institution va soutenir cette dénonciation en l'accompagnant, par exemple, du point de vue de la perception de la fragilité de la femme, en réinventant des règlements qui sont censés être plus appropriés à sa fragilité supposée. On va diminuer le poids à lancer, on va réduire les distances de course, on va réduire l'espace de jeu pour répondre à une physiologie qui est censée être inférieure à celle des hommes. Bon, tout cela, l'histoire l'a largement démontré, c'est ce qui était premier, je dirais, dans l'historiographie, mais très vite, on a essayé de dépasser cette première approche, en qu'en même temps, le sport était un lieu contesté de la domination masculine, et contesté à plein de titres. Quasiment dans sa philosophie même, et je renvoie au travail déjà ancien d'un Américain qui s'appelle Alan Gutman, qui a fait de l'égalité des opportunités l'un des 7 critères qui pour lui fondent et définissent ce qu'est le sport moderne. Alors l'égalité des opportunités, ça veut dire que les hommes comme les femmes, les blancs comme les noirs, etc., historiquement ont tendance à se rapprocher de l'égalité, de la parité. Alors, il y a des parenthèses historiques douloureuses dans lesquelles ce n'est absolument pas vrai, mais Alan Gutman démontre que sur le long terme, il y a une tendance manifeste en direction de l'égalité, comme si le sport lui-même était porteur de ce projet égalitaire. On peut le discuter, mais en tout cas, des travaux historiques ont essayé de décliner la manière dont le sport, c'est aussi un lieu contesté de la domination masculine, avec tout un tas de travaux extrêmement, stimulants sur le sport comme lieu de l'excellence des sportives, le sport comme un lieu de conquête entre femmes et pas forcément contre les hommes, le sport comme un lieu de sociabilité, aussi bien sociabilité masculine que sociabilité féminine, dans lequel les relations ou les questions de relations de pouvoir ne sont pas forcément premières. On a de très beaux travaux danois, notamment là-dessus, sur l'histoire du sport comme lieu de sociabilité masculine et féminine, sans qu'on ait à passer de façon un peu caricaturelle et lourde sur la thèse de la domination, sans occulter toutefois son existence, bien évidemment. Et puis toute l'histoire plus récente du mouvement sportif gay et lesbien vient s'ajouter encore à cette démonstration du sport comme un lieu contesté de la domination masculine. Enfin, troisième éclairage, et c'est peut-être celui qui offre le plus de promesses en termes d'historiographie, c'est le fait que la masculinité n'existe pas davantage que la féminité et que dans tous les cas, le pluriel s'impose. Et il s'impose parce que la masculinité et la féminité, telles que je viens d'en parler brièvement, sont définies par les institutions, sportives et autres, sont présentées par les médias d'une façon assez consensuelle dans les sociétés occidentales, mais ce sont des définitions idéales. Et en tant que telles, puisqu'il s'agit d'idéal, elles restent éloignées de la réalité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Dans cet idéal, la masculinité est blanche, hétérosexuelle, violente, agressive, misogyne, dominatrice, et au contraire, la féminité idéale est blanche, hétérosexuelle, soumise, tournée vers l'homme, destinée à la reproduction. Oui, mais le sport ne fonctionne pas que de cette manière. Et tous les travaux, enfin, une grande partie des travaux récents, essaient de montrer comment, face à cette définition qui est inaccessible, les hommes et les femmes se retrouvent à plus ou moins grande distance de cet idéal, et par conséquent, ils sont toujours, quasiment tout au long de la vie, s'ils pratiquent tout au long de la vie, dans un processus d'apprentissage, de réduction de l'espace ou de la distance à cet idéal de masculinité ou de féminité, ce qui sécrète autant de frustration
il n'y a qu'un seul vainqueur dans le sport, et le vainqueur est associé à l'idéal de masculinité. On n'est donc pas simplement un homme parce qu'on quitte l'essence, mais on est engagé dans un processus qui n'est jamais achevé, qui n'est jamais terminé, un processus de production des signes de la féminité et de la masculinité, et en cela, le sport est un merveilleux outil, un merveilleux analyseur de la manière dont on peut gérer, construire, éventuellement condamner ces signes. Mais on le voit à travers ce dernier exemple, l'histoire est intéressante, à la fois parce qu'elle permet d'analyser la manière dont le sport s'est effectivement imposé comme un lieu de domination, mais aussi comment, au moins de deux manières différentes, cette domination masculine a été contestée et comment cet idéal, ces idéaux de masculinité et de féminité doivent aussi compter avec des masculinités et des féminités. Merci. Oui, alors j'avais une question en fait, avant celle des contextes, qui était la question du sport comme espace privilégié de la socialisation sexuée. Donc je vais peut-être y répondre un petit peu rapidement pour ne pas redire ce que vient de dire Thierry sur cette question-là, et puis je garderai un petit peu plus de temps sur la question des contextes, qui est vraiment une question importante. Donc, Catherine l'a déjà dit en introduction, je crois qu'effectivement les pratiques sportives sont un observatoire privilégié de ces processus de construction du genre et de production-reproduction des rapports sociaux de sexe. Je crois que Nicole l'a très bien illustré tout à l'heure. Elle l'a dit autrement, mais là, la question du corps, je crois que le processus d'incorporation est vraiment au cœur de la construction du genre. Et quand Nicole parlait de l'espace tout à l'heure, ça renvoie à ce que pouvait montrer Colette Guillaumin ou Elena Bellotti sur la manière dont les socialisations modèlent différemment les usages du corps des petites filles et des petits garçons. Et donc vraiment, cette question-là de l'incorporation des rapports sociaux de sexe place de fait les pratiques sportives dans une position qui est quand même assez spécifique pour étudier cette question-là. Alors, un premier exemple de ce processus que j'emprunterai à certains de mes travaux, c'est que je me suis intéressée, moi, aux petites filles, aux petits garçons qui ont des engagements sportifs atypiques, c'est-à-dire les petites filles qui font des activités majoritairement pratiquées par les garçons et inversement. Et quand on s'intéresse à ces expériences atypiques, on se rend compte que la question du rapport au corps est centrale dans la socialisation de ces enfants, et que ces petites filles et ces petits garçons se sont construits un rapport au corps relativement atypique comparativement à ce qui est classiquement observé pour les petites filles et les petits garçons dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'on a des petites filles qui très tôt, comme le soulignait Nicole, ces petites filles-là, très tôt, elles ont appris, elles ont joué au football, elles ont grimpé aux arbres, elles se sont engagées dans les groupes de garçons, bref, très tôt, elles ont fait des expériences corporelles extrêmement diverses. Et donc, elles se sont construit un rapport au corps relativement proche de celui qu'on observe classiquement pour les garçons. Et inversement, les petits garçons, par exemple, engagés, qui se sont engagés dans des pratiques artistiques, par exemple dans la danse, au contraire ont été très peu sportifs, mais par contre socialisés aux arts plastiques, engagés dans des types d'activités favorisant la créativité, l'imagination, etc. Donc on voit bien que c'est bien l'apprentissage d'usages différenciés du corps qui vont jouer un rôle central dans la construction du genre et qui vont favoriser l'investissement ou pas des uns et des autres dans des activités sportives particulières. Alors, de ce fait-là, bien sûr, comme le disait Thierry tout à l'heure, le sport est un lieu privilégié de construction du genre, mais aussi surtout de production, on pourrait dire, de la masculinité hégémonique. Masculinité hégémonique qui se construit autour d'un certain nombre d'attributs, le rapport à la violence, le rapport à la souffrance, mais aussi la marginalisation des femmes et des gays
hein, c'est-à-dire que le monde sportif ne construit pas seulement une hiérarchie entre masculin et féminin, mais aussi hiérarchise les masculinités entre elles. Hein. Cette question me semble importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement construction du genre dans le monde sportif, le sport est aussi un lieu de promotion de l'hétérosexualité, hein, et de construction d'un certain rapport à la sexualité. Et un certain nombre de travaux montrent par exemple que la participation sportive a influence opposée pour les adolescents et pour les adolescentes. C'est-à-dire que, par exemple, les adolescents sportifs, notamment de haut niveau, ont tendance à avoir des rapports sexuels plus fréquents et avec davantage de partenaires que les adolescents non sportifs, alors que pour les adolescentes, la participation sportive a une influence plutôt inverse. Elles ont des relations moins fréquentes et elles multiplient moins les partenaires. Hein, donc on voit bien, hein, que il y a une relation, hein, entre engagement sportif, construction du genre et rapport à la sexualité qui est particulièrement affirmé et qui montre bien que le sport est quand même un domaine spécifique, notamment parce qu'il met en jeu la puissance physique. Hein, je dirais que dans d'autres scènes sociales, la question de la domination masculine aujourd'hui n'est plus forcément liée à la démonstration de force, de puissance physique. Dans le monde sportif, l'importance de la puissance physique fonctionne en fait comme une preuve matérielle et symbolique de la supériorité masculine. Et ça, c'est vraiment une spécificité des espaces sportifs qui est particulièrement intéressante à approfondir. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième question, qui est celle des contextes. Parce que bien sûr, si de manière générale, hein, on est tous d'accord là-dessus, je pense, le monde sportif est un lieu, hein, de construction du genre, de reproduction des rapports sociaux de sexe, tout ne se passe pas de la même manière dans tous les contextes sportifs. Et si on veut avancer, il faut affiner notre compréhension de ces processus. Alors, c'est une question qui m'a particulièrement intéressée, que j'ai essayé d'approfondir dans certains de mes travaux. Et on peut dire, pour aller vite, si vous voulez, que on pourrait dire que les contextes sportifs sont des régimes de genre, c'est-à-dire que dans chaque contexte sportif, finalement, les rapports sociaux de sexe se construisent de manière spécifique, et que de ce fait-là, même s'il y a des points communs aux socialisations sportives, hein, et que le monde du sport fonctionne globalement comme une maison des hommes, il y a quand même des effets spécifiques en fonction des contextes sportifs. Alors, je vais essayer de vous donner quelques exemples. Ces effets spécifiques, ils sont liés à plusieurs éléments. Ils sont liés tout d'abord à l'état des rapports de pouvoir entre hommes et femmes, dans les contextes ou dans les institutions en question. Ils sont liés ensuite aux formes que prennent la division sexuée du travail sportif physique et du travail d'encadrement. Hein, ils sont liés également aux symboles du masculin et du féminin qui sont disponibles dans les contextes en question. Je pense au processus de médiatisation dont parlait Nicole. Et enfin, ils sont liés, hein, à ce qu'on peut appeler les modalités concrètes d'interaction, bref, aux relations qui s'établissent effectivement entre hommes et femmes dans le contexte en question. Alors, je vais un peu insister sur ce dernier point, parce qu'on constate qu'en fait, ce qu'on pourrait appeler les conditions de réalisation de la mixité ont une influence importante sur la manière dont va se construire le genre dans les différents contextes sportifs. Je vous en donnerai quelques exemples. J'ai travaillé par exemple sur des pratiques mixtes, mais où les femmes sont quand même nettement minoritaires. J'ai travaillé sur le monde de la boxe, j'ai travaillé sur les femmes guides de haute montagne. Dans ces contextes-là, on se rend compte que les femmes, on constate en fait ce qu'on constate globalement dans les situations de mixité, c'est-à-dire que les femmes accordent une importance particulière au travail de leur apparence corporelle et revendiquent, hein, c'est comme ça qu'elle le présente, le fait d'être sportive et de rester entre guillemets féminine. Hein. Néanmoins, dans ces contextes-là, les femmes questionnent aussi l'ordre de genre, notamment, hein, par exemple, en donnant à voir une forme de violence physique, en donnant à voir, on va dire, une mise en scène de la violence physique par des femmes. Et on trouve par exemple dans le monde de la boxe des boxeuses de haut niveau qui s'affrontent avec les hommes à l'entraînement et qui battent la plupart de leurs partenaires d'entraînement. Hein. Donc ça questionne quand même fortement l'ordre sportif établi. Dans un autre contexte,
assez différents. Alors je vais revenir au milieu du football féminin, du football pratiqué par les femmes, c'est plus juste. Hein. Dans le milieu du football pratiqué par les femmes, on est dans un entre-soi féminin qui a plutôt tendance à produire on va dire un processus de résistance à l'égard des normes sexuées dominantes et à l'égard des normes sexuelles dominantes. Donc on a là un entre-soi féminin qui semble plutôt favorable à un questionnement des rapports sociaux de sexe, mais qui, comme le montrait bien Nicole, a du mal à déboucher sur des revendications collectives. Donc en fait, on voit qu'en fonction des conditions de la réalisation de la mixité, le genre dans le monde sportif on peut renforcer les normes sexuées dominantes ou au contraire les questionner, mais que globalement, le processus est plus complexe que ça, et qu'il y a aussi du questionnement dans les milieux mixtes et que la mobilisation collective ne va pas forcément de soi dans les milieux qui sont entre guillemets démixés. Alors je pense que j'ai largement utilisé ma dernière minute, donc je vais m'arrêter là. Question qui était donc de quelle manière peut-on saisir l'impact de la puberté ou de la préadolescence dans les pratiques quotidiennes des filles et des garçons. Alors c'est vrai qu'en fait l'entrée dans l'adolescence est marquée par de nombreuses modifications dans les pratiques quotidiennes des filles et des garçons et plus particulièrement dans leur rapport au loisir puisqu'il s'agit d'un cette préadolescence où ils vont commencer à afficher leur adhésion au code culturel de leur classe d'âge. Alors comment moi j'ai essayé de saisir ces modifications? En fait j'ai enquêté dans 2 collèges de la banlieue parisienne, par entretien, par observation, auprès des jeunes âgés entre 12 et 15 ans et auprès de leurs parents. Et sur le thème du corps et de l'apparence. Et cette enquête m'a permis de montrer un certain nombre de choses. Tout d'abord que ce ne sont pas à proprement parler les transformations corporelles, les transformations pubertaires, qui déclenchent la modification des pratiques quotidiennes, mais plutôt l'entrée au collège. Parce que le collège, c'est un monde social à part entière, avec ses normes, ses hiérarchies, qui diffèrent en somme, en gros, de l'école primaire. On voit par exemple qu'au collège, un certain nombre de goûts, de pratiques vestimentaires doivent être tus parce qu'elles appartiennent ou ils appartiennent au monde de l'enfance. Par contre, il est vrai que ces transformations pubertaires peuvent jouer un rôle dans les pratiques corporelles et vestimentaires, notamment des préadolescents, mais j'y reviendrai surtout dans la seconde partie de cette intervention. Les observations que j'ai effectuées au sein même des collèges m'ont permis de réaliser la place d'un loisir comme la musique dans les sociétés que les collégiens entretiennent au sein même du collège et la place de cette pratique culturelle dans leur pratique vestimentaire. Parce que c'est au collège que les filles et les garçons vont commencer à afficher leur adhésion et leur goût pour des styles musicaux. Vous pensez, tout le monde connaît le rap, le rock. Ces styles musicaux sont en fait des manières d'affirmer leur appartenance sociale, de construire, de l'affirmer corporellement, mais aussi donc une appartenance sexuée. Ce qui est assez intéressant quand on étudie ces musiques et ces goûts musicaux chez les préadolescents, c'est qu'ils s'en servent aussi pour construire leur identité de genre. Et en fait, ce sont des sources d'apprentissage, de socialisation, ces styles, aux normes corporelles dominantes de la féminité et de la masculinité. Mais quand on regarde aussi d'un peu plus près, ces styles musicaux sont extrêmement divers. J'ai énoncé le rock, le rap, mais il y a aussi le R&B, la musique punk, le métal. Tout ça, ce sont des styles musicaux que les adolescents commencent à apprécier donc dès l'entrée dans l'adolescence. Et ce sont aussi des moyens d'apprendre à se distancier des normes corporelles de la féminité et de la masculinité. Ce ne sont pas seulement des manières d'apprendre ces normes dominantes. Dernier point pour cette question. En fait, en enquêtant auprès de préadolescents de la 6e à la 3e, on peut comprendre effectivement comment se modifient les pratiques culturelles, les pratiques de loisirs des préadolescents, mais aussi comment se recomposent les hiérarchies entre les filles et les garçons à ce moment-là. Et en fait, il est
très clair lorsqu'on étudie le collège qu'au moment de l'entrée justement dans les établissements, dès la classe de 6e, il y a un certain nombre de goûts féminins qui sont considérés comme trop sirupeux par les garçons et les garçons arrivent à imposer ces normes aux filles même si les filles résistent un temps. En fait, ces hiérarchies expliquent qu'au collège, plus les filles grandissent et plus elles deviennent discrètes sur leur passion pour un certain nombre de groupes, de chanteuses. Et par exemple, bon, si vous connaissez un petit peu le monde de la préadolescence et du collège, en 6e, les filles, elles font des chorégraphies dans la cour du collège qui expriment, parfois même c'est très créatif, leur goût pour un certain nombre de chanteuses. Et elles vont apprendre à travers les remarques qu'on leur fait que ce sont des pratiques qu'il faut savoir taire puis abandonner. Alors ces hiérarchies, elles s'imposent évidemment aussi aux garçons qui ne se conforment pas à ce modèle masculin et on se rend compte qu'elles poussent un certain nombre de jeunes filles à se distinguer des stéréotypes masculins en adoptant, en affichant des goûts musicaux et vestimentaires qui sont connotés comme masculins. Par exemple le rap ou le métal, ou en reprenant justement à leur compte cette critique des goûts féminins trop sirupeux, ce qui est finalement une manière pour elles d'affirmer que la vraie fille c'est l'autre. Alors en ce qui concerne la seconde question, qui était est-ce que la perception et la représentation de la différence des sexes se modifie au moment de la puberté ou au contraire se fait dans la continuité? Alors je dirais qu'avec les transformations pubertaires, donc l'apparition des caractères sexuels secondaires, la maturation des organes génitaux et la transformation morphologique des filles et des garçons, il se passe des changements assez fondamentaux dans la façon dont les préadolescents vont se représenter cette différence des sexes. Surtout parce que les changements pubertaires sont accompagnés d'un discours, un discours adulte aussi et médiatique, qui est issu de la psychologie, de la médecine, et qui diffuse justement une certaine image de la différence des sexes. Et ce discours, un certain nombre d'enquêtes l'ont montré, va situer le masculin du côté du désir et de la pulsion sexuelle, le masculin et les garçons, et le féminin et les filles du côté des sentiments, de la réserve sexuelle, et comme j'ai pu le montrer dans mon travail de thèse, d'un corps qui est potentiellement source de souillure et d'une nature hormonale. C'est une opposition qui est omniprésente dans le discours des préadolescents, et je vais vous en donner donc quelques illustrations, et illustrations de la façon dont ils peuvent l'exprimer, et puis de la façon aussi dont ils peuvent l'intérioriser. Première chose, l'expérience que les filles font de leurs règles, et notamment donc de leurs premières règles, puisque nous parlons de préadolescents. En fait, beaucoup des filles que j'ai rencontrées ont vécu cet événement, la ménarque, donc les premières règles, de façon ambivalente. C'est-à-dire qu'elles étaient contentes d'avoir ce qu'elles savent être un signe de maturité, un signe de fécondité, un signe de santé, et en même temps, elles exprimaient un certain malaise, en tout cas un malaise certain, et même un mécontentement. Je vous en donne quelques exemples. Donc j'ai rencontré une jeune fille qui m'a dit, mais moi, j'étais contente, mais en même temps, je me suis dit, ça y est, je rentre dans les problèmes. Et une autre qui m'a dit, mais quand j'ai découvert ça, c'est-à-dire les premières règles, je m'en suis voulu d'être une fille. Alors vous voyez bien que là, finalement, au moment de la puberté, les filles découvrent qu'il y a un certain nombre d'inconvénients à être une fille. Ce qui signifie, c'est important parce que ça signifie qu'en fait, malgré les efforts d'information dans la famille, et notamment les stratégies éducatives mises en place par un certain nombre de mères, concernant les premières règles, on prévient les filles de cet événement, on les prépare. Malgré ces informations, eh bien, malgré aussi les informations délivrées par l'école, les règles restent pour les filles comme pour les garçons un signe de l'infériorité des femmes, et j'ai presque fini, parce qu'elles restent associées à la honte et à la souillure, ce qui n'est pas du tout le cas du sperme, et que la famille et l'école continuent à apprendre aux filles à cacher cet événement et cette manifestation corporelle, ainsi que tout ce qui pourrait les évoquer. Alors j'ai plus le temps d'évoquer l'autre point que je voulais évoquer avec vous, il me reste peut-être 30 secondes.
Bon, donc d'accord. Simplement, la question du contrôle de l'apparence des filles et des garçons, quand on compare les pratiques familiales à ce propos, on voit bien que les garçons et les filles ne font pas l'objet, au moment de l'entrée dans l'adolescence, des mêmes remarques. Et finalement, la façon dont on va rappeler aux filles les normes de la bonne mesure, d'une féminité mesurée dans l'apparence, sont une manière de leur faire intérioriser l'idée que c'est à elles quand même de gérer finalement le désir masculin et en tout cas, je termine donc, de finalement construire leur apparence en fonction de la façon dont elles savent que les garçons vont réagir à cette apparence. Voilà. Et alors justement, bonjour, donc je vais vous dire quelques mots de l'entrée dans l'hétérosexualité et donc de certains de ces enjeux en termes d'inégalité entre les sexes. Je partirai de l'idée que l'un des principaux freins à l'actualisation de l'égalité entre les sexes réside dans l'injonction identitaire à laquelle sont soumis hommes et femmes, garçons et filles, à faire la preuve continuellement qu'ils sont justement hommes ou femmes, garçons ou filles. Et ce, quel que soit leur âge, puisque la dite injonction est formulée au tout début de la vie avec l'inscription du sexe de l'individu dans son état civil et lors même de sa détection et de sa publicisation informelle avant la naissance. Chacun et chacune doit ensuite, à tout moment de son existence, faire la preuve de l'adéquation entre son sexe perçu en tout cas et son genre. Et le fait qu'il ou elle soit perçu et se perçoive comme appartenant au groupe des garçons hommes ou au groupe des filles femmes s'accompagne nécessairement d'un ensemble de droits et de devoirs sociaux organisés selon un ordre genré, donc inégalitaire. Les rappels à l'ordre concernant cette adéquation entre sexe et genre sont multiples tout au long de la vie et je vous propose d'envisager une des occurrences de ces rappels à l'ordre, donc le moment de l'entrée dans la vie amoureuse hétérosexuelle. Ce moment me semble particulièrement significatif, je ne dis pas que c'est le plus significatif, mais à mon avis, il constitue l'un des quelques moments clés de consolidation des identités de genre et donc en partie de l'inégalité entre les sexes qui jalonnent la vie des individus dans notre société, pour deux principales raisons. D'abord le fait que ce moment intervienne au cours de la jeunesse, lors d'un événement ou d'un ensemble d'événements inédits, lui confère une dimension de référence puisqu'il sera ensuite convoqué par les individus dans le reste de amoureuse et sexuelle et donc dans le reste de leur vie. Ensuite, le fait que ce moment s'inscrive dans la sexualité ancre les normes qui le définissent dans une expérience corporelle, ce qui évidemment n'est pas sans effet sur la façon dont ces normes sont intériorisées. Et il permet également de saisir un des aspects centraux de la construction de l'identité féminine et des rapports entre les sexes au travers de la question de la propriété du sexe des femmes. Enfin, d'un point de vue et du corps des femmes. Enfin, d'un point l'étude de ce moment, en se centrant sur la sexualité, permet de mettre au jour le poids de l'hétéronormativité dans la perpétuation de l'inégalité entre les sexes, de lier la construction des identités de genre avec la prise en compte de la sexualité. Donc ce que je vais essayer de montrer très très vite aujourd'hui, c'est comment l'entrée dans la vie amoureuse a tendance à figer quelque peu les identités de genre. D'abord parce qu'elle est perçue comme nécessairement hétérosexuelle, du coup elle a tendance à dramatiser les relations entre les sexes, puisque pour que le couple fonctionne aux yeux des jeunes que j'ai rencontrés, il convient que chacun et chacune reste à sa place, voire durcisse sa propre appartenance de genre. Ensuite, cette rigidification tient au fait que l'entrée dans la vie amoureuse et sexuelle rime avec les prémices de la vie adulte, la vraie vie pour beaucoup de jeunes, la jeunesse étant socialement construite comme un moment de transition et du coup apparaître comme une vraie fille ou un vrai garçon semble constituer une étape nécessaire pour devenir une vraie femme ou un vrai homme. Donc je fonderai mon propos sur deux enquêtes de terrain. L'une terminée correspond à mon travail de thèse sur les relations amoureuses des jeunes dits de cité, réalisé dans 4 cités HLM de la banlieue parisienne entre 2002 et 2005, au moyen d'entretiens ethnographiques auprès d'une 60aine de filles et de garçons qui avaient entre 15 et 20 ans, d'accord. Et l'autre qui est en train de se faire, grâce à l'Institut Émilie du Châtelet qui a financé mon postdoc, sur une question, ça c'est bien, sur une question comparable, mais dans les zones rurales. J'utiliserai ce deuxième terrain qui est encore en cours en termes de confirmation de ce que j'ai pu voir dans les cités, dans la mesure où sur ces questions-là, j'ai tendance à repérer quand même de fortes convergences plus que des divergences.
Donc sur les lieux où j'ai enquêté et probablement ailleurs, l'hétérosexualité apparaît comme le seul fondement possible du couple, et donc le choix du partenaire est fortement tributaire de la conformité à ce qui est considéré comme proprement féminin ou proprement masculin, c'est-à-dire ce qui est considéré comme fondamentalement différent. C'est quelque chose que j'ai trouvé de façon assez invariable entre mes deux terrains d'enquête, par exemple au travers de l'expression du désir des filles pour les manifestations de virilité de la part des garçons. Alors ces manifestations peuvent prendre des supports différents selon les lieux sociaux et selon les âges. Par exemple de la racaille dans les cités désirée à 15 ans et la perspective du désir pour le gars sérieux pourvoyeur de fonds à 30 ans, du teaser dans les campagnes, c'est le garçon qui boit, désiré à 15 ans et le passage au désir pour le gars rangé quelques années plus tard. En fait à chaque case correspond une mise en scène de la virilité, donc de la féminité différente, mais ce qui compte c'est qu'il y ait cette mise en scène qui passe par le couple, puisqu'un bon couple est fondé sur la différence visible des sexes et permet donc à ses membres d'être confortés dans leur identité de genre respective nécessairement antagonique. C'est-à-dire que pour une fille, être en couple avec un garçon qui est visiblement viril la conforte dans sa propre adéquation à ce qu'elle est censée être, c'est-à-dire une vraie fille. Du coup, il y a un renforcement qui se fait par l'imposition de l'hétéronormativité sur le couple, des identités de genre de la part des garçons comme de la part des filles. Filles et garçons ont ainsi intérêt en partie à jouer le jeu du genre, qui n'est pas qu'un jeu, ne serait-ce que pour se voir reconnaître de la valeur sur le marché amoureux et sexuel. Et du coup, ce qui fait la force du stéréotype genré, c'est qu'il a de fortes chances d'être en permanence réactualisé, chacun établissant le degré de réalité de ce qu'il ou elle vit en lien avec cette actualisation. On voit ça très couramment dans les entretiens, par exemple, sur l'interprétation que font filles et garçons de la demande sexuelle. Quand une fille est en demande sexuelle, elle allume. Bon, ça c'est des choses très connues, hein. Le garçon, c'est la normalité, ce n'est pas codé comme quelque chose de genre. De la même façon, un garçon amoureux, c'est pas parce qu'il est un garçon, c'est parce que c'est un individu amoureux, alors qu'une fille amoureuse, c'est normal, c'est une fille. Voilà. Donc on retrouve cette grille de lecture qui est en permanence mobilisée par les jeunes et qui, à certains égards, qui n'est pas contrée en fait par l'expérience réelle, l'interaction objective entre les individus, qui est sans cesse recodée au travers de cette grille de lecture genrée qui polarise les garçons du côté de la sexualité et les filles du côté des sentiments. Plus encore, la reconnaissance de la pertinence du stéréotype au moyen d'expériences concrètes, contribue à la construction identitaire de chacun et chacune dans la perspective de l'âge adulte. Un des enjeux de l'adolescence étant de concevoir ce moment de vie comme une étape vers autre chose. Du coup, il ne s'agit pas seulement de se percevoir et d'être perçu comme une fille ou un garçon et du même coup comme un membre légitime d'une forme de couple légitime, c'est-à-dire hétérosexuel, mais d'accéder à une identité adulte. Je vais vous citer un extrait d'entretien de la part d'une jeune fille qui s'appelle Pili, qui me parle de son copain avec qui elle est en couple depuis 2 ans, elle a 16 ans au moment de l'entretien, dont elle a appris que son copain entretenait une correspondance épistolaire par email avec une autre jeune fille. C'est la fille qui l'a prévenue. Du coup, elle se sent mortellement trahie. Et voilà ce qu'elle m'en dit. Quand je parle à ma petite sœur, je trouve franchement, je la cite telle qu'elle m'a parlé, hein, je trouve que j'ai grandi par rapport à avant. Et ça me fait plaisir. Là, maintenant, enfin, l'histoire n'est pas encore jouée, mais avec Sébastien, voilà quoi. Si c'est fini pour de bon, quand j'aurai une copine qui sortira avec un gars, si elle fait ouais, mon gars, il m'a fait ça, je vais lui faire attends, j'ai de l'expérience. J'ai passé 2 ans avec un mec, je te conseillerais ceci, cela. C'est pas ce que je voulais, moi je voulais rester avec un mec au moins jusqu'à 22, 23 ans. Ah là là, franchement les gars, c'est vraiment des salauds. Donc on voit bien dans cet extrait d'entretien que d'un côté Pili regrette que son histoire avec Sébastien se termine, mais d'un autre côté, elle considère cette rupture comme participant d'une certaine façon de sa carrière amoureuse, de son accomplissement personnel vers l'âge adulte. Et du coup, elle entretient ce discours et reconduit le stéréotype qui est une façon pour elle de la faire entrer dans la communauté des grandes qui ont un discours justement sur le genre et sur la division genrée du monde. De la même façon, elle me disait un an auparavant cette histoire de trahison, c'est sûr, ça va pas durer. Lui, c'est sûr, il doit me tromper trop, c'est obligé. Il peut pas rester avec une fille comme ça. Un mec, ça attend pas. C'est ça la vie des adultes. Elle se reprend. La vie des enfants, elle se reprend. La vie des adolescents, pardon. Et là, on voit bien dans le lapsus que Pili ne se contente pas de réciter les croyances liées à l'ordre des sexualités, mais elle met en scène son discours sur les dites croyances. C'est ça la vie des adultes. On entend bien en fait ce qu'elle veut dire au travers de ça. Donc son lapsus la trouble. Elle se reprend pour finalement trouver quelque chose de plus crédible et du coup elle se positionne dans sa carrière amoureuse et évidemment me communique son
son positionnement au moment de l'entretien. Du coup, dire le stéréotype et donc porter le stéréotype, reconduire le stéréotype, particulièrement probablement à l'adolescence, c'est s'inscrire dans la collectivité qui l'a produit, c'est se ménager un espace de parole et d'opinion compris de tous. C'est directement intelligible et ça positionne immédiatement la personne par rapport à la communauté dans laquelle elle souhaite s'inscrire. Du coup, le stéréotype qui bien sûr existe en amont de l'expérience amoureuse influe largement sur la lecture qu'en font les acteurs, quelle qu'elle soit, et se perpétue par le seul fait qu'il donne le sentiment aux jeunes que j'ai rencontrés en tout cas de franchir des étapes dans cette carrière. Je vous remercie. On va repartir pour une toute petite série de questions, enfin pour une seule question que je vais poser à nos 4 intervenantes et intervenants, qui est en fait une question très simple. C'est face à ces résistances, quelles sont les pistes de recherche que vous envisagez? C'est de réflexion. Alors moi, je vais parler de la piste à moi. C'est celle que j'essaie de creuser de mon côté, qui est pas de travailler justement en termes de recherche, hein, pas forcément d'action ensuite, mais plutôt dans un deuxième temps par comparaison justement et par variation sociale de la façon dont les individus, en l'occurrence les jeunes, mettent en place les normes liées au genre. C'est-à-dire comparaison, ça veut dire quoi? Comparaison entre différents milieux sociaux, ce qui est relativement peu fait, enfin ce qui est fait bien sûr, mais le faire aussi d'un point de vue qualitatif, pas seulement quantitatif, ce qui est la majorité des travaux faits là-dessus, et de mener des séries d'ethnographies approfondies sur la façon dont les jeunes mettent en scène leur rapport aux normes genrées et du coup les conséquences que ça peut avoir en termes de résistance aux inégalités, notamment parce que non seulement il y a un discours sur l'inégalité, mais il y a aussi un discours sur la résistance à l'inégalité qui peut être assez faussé justement en fonction du milieu social dans lequel il s'opère. J'aurais envie en même temps de dire que il faudrait continuer à travailler sur ces questions de corps sexués, notamment à travers la physiologie, les apprentissages autour de la sexualité. C'est ce qu'on propose de faire. Je vais prêcher pour mon clocher, puisque en fait je co-organise à la MSH Paris Nord au mois de septembre, et je vous invite à venir, un colloque qui traitera justement du corps sexué et de ses constructions. Donc des principes d'apprentissage, d'intériorisation, mais aussi des résistances dont les acteurs peuvent disposer à ce propos. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire à brûle pour point sur cette question. Mais je vous invite à participer à ce colloque. Toujours dans la même perspective, moi, il me semble que actuellement, les recherches doivent s'orienter vers vraiment des analyses beaucoup plus fines des effets de contexte. Alors, avec bien sûr la comparaison entre les différents milieux sociaux, mais il faut aller au-delà, c'est-à-dire que on voit bien que les socialisations produisent des effets qui sont très différentes en fonction, par exemple, de l'état des rapports de pouvoir. Par exemple, de la position des femmes dans les fédérations, des politiques de féminisation ou non menées par les différentes organisations, ou par les formes prises par la division sexuée du travail sportif, qui peuvent être extrêmement variées, ou encore par les modalités d'organisation de la pratique. Et sur ces différentes dimensions, pour le moment, on n'a pas énormément de travaux comparatifs. J'ajouterais sur ces contextes-là, travailler systématiquement sur les hommes et sur les femmes, hein, et pas uniquement sur les femmes. Travailler sur les hommes, bien sûr, mais ça, je pense que Thierry nous en dira un mot, donc je vais lui laisser, mais j'insisterai sur le fait de travailler en parallèle sur l'expérience des hommes et l'expérience des femmes. Et puis un dernier point qui me semble important, c'est de travailler sur ce qui se passe pendant l'enfance. Parce qu'on a toujours tendance à dire, il se passe ceci parce que les enfants ont déjà été socialisés antérieurement. Et moi, c'est justement ce processus-là qui m'intéresse et qui me semble tout à fait important à approfondir, essayer de comprendre comment les différentes institutions qui participent à cette socialisation que l'on qualifie parfois de primaire construisent vraiment le genre des enfants. Comment ça se passe au départ? Deux zones troubles dans l'historiographie. La première zone sur laquelle on ne connaît pas grand-chose, c'est lorsque on croise les catégories d'analyse de genre avec d'autres catégories d'analyse de la sociologie, mais réinvesties dans chaque configuration historique.
croiser la construction de la masculinité et de la féminité ou des rapports de sexe, des rapports sociaux entre les sexes sur l'entre-deux-guerres en tenant compte de la situation coloniale, par exemple, de la France à cette époque, c'est une dimension qui n'a pas encore été complètement exploitée. De même que le croisement du genre et des catégories socio-ethniques ou d'âge sont des choses qui restent encore à explorer. Pour vous donner un indicateur, au début du XXe siècle, pratiquent le sport essentiellement de jeunes adultes. Dans les années 60, avec tout le phénomène de juvénilisation qui s'observe, on a à la fois des jeunes adultes et des ados. Eh bien, la manière, sans doute, dont le sport contribue pour les uns ou pour les autres à la construction des identités sexuelles n'est pas la même. Donc tout ça reste à explorer. Et puis la deuxième zone un peu trouble, et elle l'est d'autant plus que tous les collègues qui travaillent davantage en sociologie ou en psychologie l'ont déjà bien exploré, c'est la question de la sexualité, mais du point de vue historique. Là-dessus, on connaît très peu de choses, parce qu'il y a des tabous. Et puis c'est quelque chose dont on ne parle pas et dont les archives ne parlent pas. Les violences sexuelles, on a déposé il y a quelques semaines un projet à l'Agence nationale de la recherche sur l'histoire des violences sexuelles dans le sport. Parce que c'est quelque chose sur lequel on connaît à peu près rien. On commence à avoir des éléments sur le contemporain. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, qui émerge au XXIe siècle. Hein. Le sport a toujours été un lieu, je dis pas ça pour le banaliser, mais ça a toujours été un lieu dans lequel les violences sexuelles ont existé. Mais on ne sait pas, historiquement, comment ça s'est produit, comment ça s'est transformé. Alors, il n'y a pas que les violences sexuelles autour de la sexualité. Il y a tous les phénomènes de séduction qui existent, clairement, et dont on ne connaît pas grand-chose. Il y a une très belle histoire des vestiaires à faire, par exemple. Et plus généralement, ce qui a été abordé tout à l'heure, c'est l'histoire de l'hétéronormativité à travers le sport. Un thème sur lequel on a plein de choses aujourd'hui, mais sur lequel on ignore beaucoup sur les processus de construction historique. Voilà. Merci pour ces exposés très très riches et très enrichissants. La parole à la salle pour débattre avec nos 4 intervenants. Michel Bozon, sociologue. Ça serait plutôt une question pour le côté gauche. Aurélia Mardon, Isabelle Claire. Aurélia Mardon disait que les filles devaient apprendre assez tôt à contrôler les effets qu'elles provoquent, à travers la féminité mesurée. Isabelle Claire que les filles se trouvaient polarisées du côté des sentiments. Moi, je me demandais s'il n'y avait pas peut-être encore autre chose qu'il faudrait dire, essayer d'expliquer comment leur socialisation font des filles les porte-paroles du couple hétérosexuel, c'est-à-dire de la reproduction, de l'incitation des garçons à former des couples hétérosexuels. Comment elles ont une injonction à former couple hétérosexuels qu'elles doivent faire partager aux garçons, et que c'est pas seulement qu'elles subissent les effets qu'elles provoquent, elles doivent les provoquer, ces effets, mais pour faire couple. Ce qui n'est pas rien. C'est une hypothèse, j'aimerais qu'elle réagisse à ça. Alors, je vous remercie de votre question. Ça me permet de revenir sur quelque chose. Je suis passée à ce que je voulais dire quand je parlais du football pratiqué par les femmes et que la mobilisation ne va pas de soi. En fait, j'essayais de comparer les effets de la socialisation sportive, d'une part dans un contexte mixte, la boxe, où les femmes ont quand même une position intéressante, on va dire, dans les rapports de pouvoir au sein de la fédération, c'est-à-dire où elles disposent d'un certain pouvoir, où elles peuvent orienter certaines décisions de la fédération. Je parle de la boxe française. Mais en même temps, où elles sont confrontées à un mode de socialisation qui les contraint à un travail de l'apparence très conforme aux normes dominantes. Et de l'autre côté, mettre ça en regard avec ce qui se passe dans le milieu du football pratiqué par les femmes,
où les filles sont socialisées de manière beaucoup moins conforme d'un point de vue du genre, mais où, parce qu'elles sont exclues des lieux de pouvoir, elles ont énormément de mal à transformer cette, on va dire, cette résistance individuelle en mobilisation collective. Et je crois que l'exemple, voilà, ce dont nous parlait Nicole tout à l'heure explique bien ce processus. Pour répondre à la question de Michel Boson, si je réfléchis un petit peu au terrain que moi j'ai effectué dans les collèges, en fait, les choses que j'ai pu voir dans l'éducation notamment des filles, l'éducation maternelle des filles, au sentiment, c'est cette idée qu'effectivement, il fallait que la première fois, penser naturellement comme une première fois hétérosexuelle, devait être réalisée dans le cadre des sentiments amoureux. Donc, effectivement, j'ai rencontré un certain nombre de jeunes filles qui m'ont fait un récit donc de leur puberté et des échanges qu'elles avaient eus avec leur mère à ce propos. Et autour de ces échanges, il y avait aussi des échanges autour des relations sexuelles et de la façon dont il fallait entrer dans la sexualité. Donc moi, je peux vous répondre uniquement sur ce plan-là. Effectivement, il y a des choses qui vont dans ce sens-là, mais peut-être que Isabelle Claire pourra répondre un petit peu mieux, parce que moi, j'ai pas vraiment étudié le couple. L'idée dans la socialisation des filles sur le rapport qu'elles ont, d'une façon générale, à la convention et à la norme, la difficulté à transgresser quelque norme que ce soit, puisque la transgression en elle-même de la norme, enfin, la transgression de la norme est plus transgressive a priori pour les filles, en tout cas d'une grande partie des normes, que pour les garçons, puisque le seul fait de sortir de la norme est immédiatement pas féminin, quoi. Enfin, c'est assez viril. Le regard extérieur aussi sur justement sur leur docilité à faire la preuve de cette convention. Je pense que c'est aussi que la socialisation des filles s'inscrit dans quelque chose de plus large qui ne concerne pas que les filles, mais les deux sexes, sur l'importance pour les garçons de faire la preuve de leur virilité, donc l'impossibilité de l'homosexualité masculine, qui est vraiment une figure repoussoire. L'homosexualité féminine n'existant pas, hein, bien sûr. Enfin, donc du coup je dis ça entre guillemets, bien sûr. Le fait qu'il y ait cette imposition très forte sur les garçons qui pèse sur la preuve de leur virilité. Les filles sont aussi porteuses évidemment de cette obligation pour les garçons d'être virils. Et dernière chose, peut-être particulièrement chez les jeunes issus de l'immigration, du fait de l'expérience migratoire, les filles sont projetées, et ça depuis très très longtemps, les garçons peut-être plus dans la réussite professionnelle. Enfin, il faut justifier quand même l'immigration de la famille, donc souvent ils portent quelque chose de lourd en termes de réussite sociale sur les épaules. Et les filles, bien sûr, une de leurs grosses réussites, ça pèse sur les garçons aussi, mais sur les filles évidemment plus particulièrement, c'est la construction de la famille, la projection dans les enfants, etc. Ce qui, j'imagine, quand même renforce bien le cadre hétéronormatif comme dans leur socialisation amoureuse. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Dans le Pays de Malheur, qui est donc l'entretien de, comment il s'appelle, le sociologue, de Stéphane Beau, avec un jeune qui avait lu son travail, dans l'Esquive, le film récent, et dans un travail sur les quartiers, moi j'ai constaté la même chose, c'est-à-dire un grand chagrin des garçons sur la mise en couple. Les filles, en gros, moi ça s'est dit comme ça dans mon travail à moi, les filles des quartiers, elles veulent pas des garçons des quartiers. Et ça produisait une frustration, une violence, etc. Enfin, ça a contribué en tout cas à la former. Si on croise ça avec... Alors, je ne sais pas si Daniel Wetzerlang dit toujours ça, mais il disait qu'en gros, les apprentissages sexuels des garçons venaient... Pour beaucoup d'entre eux, je crois qu'il avançait un chiffre de 70% de la pornographie, des films pornographiques. Alors je voulais savoir si vous aviez eu cette double impression d'un grand chagrin et d'un contexte formé par la pornographie derrière. Oui, c'était ce que je voulais dire par les différents croisements. Quand j'évoquais l'âge, il y avait également la question des seniors en tant que catégorie qui était derrière. Et vous avez tout à fait raison. Sur le croisement entre genre et handicap, on commence tout juste à avoir les premiers travaux, mais pas en France actuellement. Dommage. Mais c'est très prometteur, effectivement. C'était du point de vue historique que vous vouliez savoir s'il y avait des travaux sur corps vieux, corps vieillissant, handicap, ou
du point de vue sociologique ou autre actuel. Un ouvrage sur l'enquête de la sexualité en France vient de paraître où alors évidemment ça s'arrête à 69 ans, mais on parle quand même du problème du vieillissement, du problème de la sexualité, du handicap aussi, et là-dessus il y a un certain nombre de travaux, et d'autre part je sais qu'une thèse sur le vieillissement a été soutenue il y a 2-3 jours, donc je pense que c'est pas mon champ de recherche particulier, donc je n'ai pas en tête des références précises, mais je pense que la vieillesse ou les âges âgés commencent à être... il y a notamment des travaux de démographes sur la sexualité après 50 ans, etc. etc. Donc il y a des choses qui sont faites et fort intéressantes. Je sais qu'il y a des thèses en cours sur la question du corps vieillissant et des pratiques d'embellissement du corps vieillissant, justement. Donc à rechercher, mais voilà. En ce qui concerne les pratiques physiques et sportives et le vieillissement, on est au regret de constater que c'est le sens de l'histoire de l'intérêt des différentes disciplines scientifiques pour les pratiques sportives, c'est-à-dire que l'exercice physique, on a d'abord commencé par s'intéresser au corps-machine avec les médecins, les physiologistes, etc. Puis au niveau mental, c'est-à-dire des qualités psychiques, donc préparation mentale, psychologue, etc. Je parle du vieillissement et que les sociologues commencent à peine à s'y mettre et viennent de se soutenir, sociologue du vieillissement et pratique sportive, Michel, je suis en train de dire, et donc qui en renvoie bien entendu fondamentalement à la question quand même du rapport au corps vieillissant, bien entendu, et du sentiment de vulnérabilité, de fragilité ou d'invulnérabilité, et que vient de se soutenir la deuxième thèse, après 1995 la première, la deuxième thèse en France sur cette question, vendredi dernier, à Paris Sud 11, alors que c'est moi qui parle, Denis, c'est Catherine Louveau. Et donc alors qu'au Québec, il y a beaucoup de programmes, beaucoup de travaux de recherche, etc., au Canada en général, en Amérique du Nord, qui sont de longue date développés. Donc effectivement, la France ne s'est pas beaucoup rendu compte, dans ses travaux en particulier, qu'elle avait une population vieillissante et que l'avenir du sport, c'est pas les femmes, c'est les vieux. Je ne sais pas comment je vais qualifier cette conclusion. Ça tombe bien parce que justement j'étais en train de repenser à la place du sang et des règles et de la virginité dans le sport, parce que ça c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup. Par exemple, on a des petites filles qui sont par exemple en CE1 ou en CE2 interdites de projets d'action éducative poney à cause du risque d'être dévirgées. On a eu des petites filles à qui on n'a pas autorisé de faire de la danse justement pour cette raison-là. Et puis un peu plus loin et de façon aussi violente à mon avis, on a eu des jeunes filles à qui la pratique sportive de haut niveau supprime les règles, supprime un certain nombre de choses, et des jeunes filles, j'espère seulement dans certains pays de l'Est et à une certaine époque, qui ont été engrossées pour pouvoir avoir un taux d'hormones un peu suffisant, puis avorter après la compétition. Donc je veux dire que le sexe des femmes a aussi été utilisé et continue à être utilisé en matière de sport de façon extrêmement violente, et je pense que, enfin c'est un peu mon dada, mais je pense que dans tout le niveau de la carrière sportive, on retrouve cette violence. Vous allez très très vite sur l'homosexualité féminine et puis sur les couples, les hommes, les jeunes hommes, le chagrin. Donc très très vite pour rester dans la thématique de l'inégalité. Ce qui moi m'est apparu sur le terrain, c'est que les jeunes de 15 à 20 ans l'expriment relativement peu, parce que de fait ils trouvent, parce que les filles sont sur place, mais c'est plutôt plus tard que le fameux chagrin, et puis aussi parce qu'il y a l'entrée dans le travail, etc. Et notamment parce que ces hommes-là sont des dominants dominés, enfin quand même très majoritairement, pas tous et pas tous de la même façon, mais bon quand même. Et puis ils ont, même s'ils ne le sont pas tous objectivement du fait de leur intégration professionnelle, etc., ils le sont dans la représentation très fortement. Et c'est aussi ça qui est la source du chagrin. C'est non seulement que le marché pour eux n'est pas très favorable, mais qu'en plus ils savent que le marché pour eux n'est pas très favorable. C'est un peu ce qu'on retrouve avec l'évolution aussi du salariat, du travail, etc., dans les zones rurales avec les paysans. Bon. Donc ça c'est des choses effectivement que moi j'ai retrouvées sur le terrain. Et pour ce qui est
sur de l'homosexualité féminine, donc ça va être une réponse très très insatisfaisante. Comme moi je faisais un terrain, une ethnographie longue dans un quartier, je n'ai enquêté que sur l'hétérosexualité. Si je m'étais présentée en interrogeant l'homosexualité, je me serais fermée, enfin ça aurait été très très compliqué à gérer puisque ma réputation était en jeu dans le fait de recueillir des discours, et spontanément rien n'est sorti sur l'homosexualité féminine, y compris de façon répulsive, enfin voilà, hein, en tant que figure repoussoire, alors que sur l'homosexualité masculine c'est sorti abondamment bien sûr puisque c'est dans la construction de la virilité, alors que là, mais pour l'instant c'est vraiment que des pistes et je peux pas en dire grand chose. Dans les zones rurales j'ai beaucoup de choses qui sortent de la part des filles sur l'homosexualité féminine en figure repoussoire, mais ça sort beaucoup spontanément, y compris quand j'interroge pas, quand je pose pas la question. Voilà, c'est tout. C'est pas vraiment une question, un constat, et vous avez tout à fait raison. C'est à la fois des discours médicaux qui datent de très longtemps, c'est à la fois pour le fait d'être engrossé pour faire monter le taux d'hormones, ce sont effectivement des pratiques assimilées à du dopage qui ont été mises en évidence depuis l'ouverture des archives de Leipzig par exemple. Donc ça c'est des archives des centres d'entraînement de ex-RDA. Donc on a accumulé pas mal de preuves, c'est d'ailleurs publié désormais. Sur un autre moment de rupture qui est un peu après, où on commence à assumer pour certains sa vie d'adulte, c'est-à-dire c'est le moment de la mise en couple. Le moment où on arrive dans la vie en couple, et c'est-à-dire où on se retrouve tout d'un coup confronté à un mode de vie auquel on s'attendait pas, au modèle extrêmement fort, à l'abandon de tas de trucs de part et d'autre. Hein. Moi, je connais plus les réactions côté filles avec qui j'ai travaillé, où ils nous disent c'est ça vivre avec un mec, et c'est jugé assez souvent comme dur, sinon insurmontable, où on rentre quand même dans ce qui est résiduel de l'assujettissement conjugal, qui a de Borès. Et qui est dans la pratique, parce que c'est après un choix d'avoir vécu en couple. Et ça se traduit aussi par l'abandon des pratiques sportives assez généralement, surtout qu'il y a des moments. Enfin, voilà. Est-ce que sur ce moment-là, il y a déjà eu des travaux, des réflexions? Moi, je dois dire que dans les pratiques que j'ai eues avec en confrontation avec des femmes des jeunes qui faisaient des boulots, ce moment-là était un moment très important et cassure. Des travaux sur la mise en couple, sur le moment de la mise en couple, sur ce qui se joue, mais c'est pas du tout l'objet de cette table ronde. Hein, même si on constate que la mise en couple correspond à l'abandon de pratiques sportives, les enjeux autour du corps n'ont pas, à l'heure actuelle, la mise en couple ou le fait de s'installer ensemble, c'est justement à l'intérieur d'une carrière, donc comme moment précis, je vois pas très bien ce qu'on pourrait en dire aujourd'hui de particulier par rapport au corps ou par rapport aux identités sexuées. Mais il y a beaucoup de travaux sur la mise en couple, sur ce qui se joue à ce moment-là, sur l'orientation des uns et des autres, et sur les modifications éventuelles des identités, c'est vrai. Est-ce que justement, quand on parle des résistances, on a vu dans les débats tout à l'heure, on a parlé de corps, on a parlé de plaisir, on a parlé de liberté. Est-ce que justement les résistances fondamentales ne sont pas à deux niveaux, au niveau de l'individu et de la société? Au niveau de l'individu, c'est le problème de se conformer. Et je vous regarde parce que j'aimerais savoir, dans les entretiens que vous avez eus, si vous avez eu ce sentiment que dans les propos qui vous tenaient, c'était plus pour se conformer à et éviter les phénomènes de rejet et d'assumer les différences. Peut-être expliquer aussi pourquoi peut-être l'homosexualité féminine ne vient pas. Et ça m'amène à la deuxième partie de mon constat, et après je vous laisse y répondre peut-être. Pourquoi les résistances à ce moment-là, quand elles ne sont pas individuelles, sont collectives? Justement parce qu'elles remettent en question cette hétérosexualité qui donne la fécondité, qui reproduit les générations. Est-ce que ça ne remet pas en question fondamentalement, et est-ce que c'est pas ça la peur et le fondement des résistances dans cette société, la peur que la liberté du corps, la sensation de plaisir, l'autonomie, la capacité à décider, ça laisse le choix, et que le choix ce soit plus l'homosexualité que l'hétérosexualité. Parce que moi j'entends sans arrêt dire ça, quoi. Quand on fait du foot,
obligatoirement, on va avoir une tendance à être homosexuel quand on fait du rugby, quand on fait des sports dits masculins, entre guillemets, alors que personnellement, j'y crois pas, quoi. Je crois pas à ce genre d'affirmation. Donc, est-ce que c'est pas plutôt une peur, une angoisse, une terreur qui fait que, inconsciemment et consciemment, on construit des résistances collectives et individuelles? Question pour vous. Effectivement, dans la mise en place des résistances, il y a plein de terreurs. Je pense qu'il y en a plusieurs. Alors effectivement, éventuellement donc la terreur de l'homosexualité généralisée, ça peut être une terreur liée à la reproduction. C'est une terreur liée de toute façon aussi à à partir du moment où on est construit sur un ordre social qui est quand même stabilisé depuis un sacré moment et qui se renforce de plein de façons, même quand il est un petit peu déstabilisé, enfin un peu ou beaucoup, mais en tout cas il y a quand même des choses qui se maintiennent. C'est la terreur, elle est, je pense aussi de la déstabilisation du monde, quelles qu'en soient les conséquences. Après, la terreur fait que les conséquences sont forcément apocalyptiques, de la fin de l'espèce, de choses comme ça. Mais c'est pas, je sais pas si c'est ça qui alimente la terreur ou si c'est aussi une rhétorique qui vise à justifier le discours de terreur et notamment l'appropriation du corps des femmes, l'accès au plaisir, ce que vous dites, plaisir, autonomie, sexualité, c'est justement c'est pas le seul, mais c'est un des ensembles lexicaux et donc de tout ce qu'il y a derrière qui font asymétrie entre ce qui est autorisé socialement aux hommes et aux femmes. Donc après moi la cause de la terreur, je pense que c'est compliqué, mais effectivement, par contre, je pense qu'il y a un discours de terreur qui freine l'actualisation de l'égalité. Rapidement, peut-être sur la fin de la remarque, sur la relation supposée entre les sports collectifs féminins dans le football et les pratiques homosexuelles. Alors, de fait, bien évidemment, il y a beaucoup de fantasmes, mais il n'y a pas que du fantasme. Et je crois que la question, c'est pas la question des sports collectifs féminins, mais c'est la question des modes de socialisation qui sont proposés à un moment donné, qui peuvent être proposés dans d'autres contextes que les contextes sportifs, qui sont des modes de socialisation entre femmes, combinés, je pense, à une expérience particulière de la domination masculine et qui favorisent quand même, d'une certaine manière, l'engagement, enfin la découverte et l'engagement dans des formes de sexualité, on va dire, non conformes. Mais ça n'a rien à voir avec le ballon rond. J'avais une question, sans doute pour le chercheur qui est spécialiste de l'historiographie, si j'ai bien compris. Je voudrais savoir, c'est à propos de la construction historique des stéréotypes sur les capacités physiques selon les sexes. Moi, je suis spécialiste de l'Ancien Régime, enfin des périodes un peu vieilles, là. Et j'observe, évidemment, je ne peux pas parler du sport parce qu'on parle quasiment jamais du sport, mais je voudrais parler de la guerre. Dans les sociétés anciennes, il y a beaucoup de femmes qui font la guerre et il y a beaucoup d'héroïnes aussi. C'est-à-dire dans la réalité, il y a des femmes qui font la guerre. Dans l'imaginaire, dans la littérature, il y a des héroïnes guerrières et notamment, je suis toujours frappée par les grandes héroïnes guerrières du XVIe siècle, de l'Arioste, etc., les Bradamante, etc., qui sont des femmes qui se battent en armure, comme il y en avait sur le terrain, qui sont des superbes blondes avec des cheveux magnifiques, etc. Enfin, les stéréotypes que nous imaginons avoir toujours été là ne sont pas là depuis extrêmement longtemps. Donc, je voulais savoir s'il y a une réflexion là-dessus, sur justement cette alors, on parle de valeur, on parle de vigueur, on parle de vertu, etc., de force, mais il n'y a pas cette stigmatisation, forcément, en tout cas. Ça se discute, mais il n'y a pas toujours la stigmatisation sur le corps fort, le corps capable de manier les armes, etc. Et il y a même parfois une valorisation de ce corps. Donc bon, voilà, toute cette, au fond, la construction de la différence naturelle des sexes qui nous vient de la fin du XVIIe et du temps des Lumières, qui a beaucoup fait pour cette construction justement des stéréotypes. Est-ce que ça fait partie des réflexions aujourd'hui sur le corps et sur le sport? Pendant 3 jours, au milieu de l'équipe féminine française, parce qu'on avait organisé un tournoi de foot à l'occasion du 8 mars à Casablanca, et notamment un match entre l'équipe féminine marocaine et l'équipe féminine française. Donc j'ai vécu au milieu de ces 2 équipes pendant 3 jours, et je vous assure que je n'ai pas retrouvé tous ces clichés, tous ces préjugés sur les femmes qui jouent au foot. Voilà, je voulais absolument appuyer ce que vous venez de dire.
Il faut savoir que les figures féminines des héros sportifs, les héroïnes, on les compte sur les doigts de la main, et ça commence vraiment avec Suzanne Langlaine. Il n'y a pas d'héroïne avant le début des années 20. Du reste, il y a très peu de héros sportifs avant, mais on a quand même un Jean Bouin par exemple. Mais les femmes, c'est Suzanne Langlaine, et puis il y en a très très peu. Et la façon dont elles sont traitées dans les discours relève de deux catégories. Soit elles sont décrites comme tellement exceptionnelles qu'elles en perdent leur statut de femme, elles sont donc en dehors des catégories, et elles ne sont même plus considérées comme un modèle ou un exemple pour les femmes. Soit elles sont totalement gommées, marginalisées, elles disparaissent. Micheline Ostermayer, par exemple, triple médaillée aux Jeux Olympiques de Londres en 1948, fait l'objet quasiment d'une marginalisation, voire d'une disparition dans la presse, en tout cas très très rapidement après son exploit. À remercier nos intervenantes et notre intervenant sur l'excellence de leurs différents exposés. Et donc la parole à M. Vigarello et Mme Bavey.